le cannabis est l'un des sujets de société les plus tabous de notre pays. En France, 5 millions de personnes en consomment au moins une fois par an et près d'1 million en consomment tous les jours. Dans les commerces, vous pouvez trouver un grinder pour broyer le cannabis ou encore des feuilles longues pour rouler des joints. Fais tourner. Et pourtant, la consommation et la vente de cannabis restent aujourd'hui parfaitement illégales. Les autorités françaises lui mènent même une guerre sans relâche depuis plusieurs années à grand renfort de communication. C'est qu'à tous les jours des associations, des parents, des policiers, des élus locaux qui concrètement luttent contre cette merde. Qu'est la drogue. Pardon ? Cette merde, la drogue, c'est de la merde. La drogue, ça vous pourrit la vie et ça sème la mort. Un joint, il a le goût du sang. Il a le goût des larmes. Parce que derrière le joint, la coke ou d'autres drogues, il y a des réseaux, il y a des mafieux. Pourtant, bon nombre de pays à travers le monde ont dépénalisé, voire légalisé le cannabis. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Uruguay ou encore en Espagne, au Portugal et plus récemment en Allemagne. Dans tous ces États, pas d'explosion de la consommation et de grosses sommes d'argent récoltées grâce à la taxation. L'ONU décrit les politiques de répression du cannabis, tout comme le Conseil de l'Europe, qui préconise de dépénaliser au profit d'une politique de prévention de la consommation. La realidad es como es. Hay que aprender a aceptarla y manejarla lo mejor que se pueda. Y el narcotráfico nos viene derrotando en el mundo entero. En France, non seulement la politique de répression, pourtant inefficace, n'est pas du tout remise en question, mais elle s'intensifie année après année. Que ce soit du côté de la droite la plus dure, de l'extrême droite, mais aussi d'une partie du centre, la majorité tombe d'accord sur un point de vue. Hors de question de dépénaliser ou de légaliser. La dépénalisation du cannabis, c'est la fin d'une certaine autorité. Vous êtes favorable à la dépénalisation ? Non, moi je pense qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon, ça donnerait une image détestable, si vous voulez. Et il y a beaucoup à apprendre de l'argumentaire mobilisé par ces hommes politiques. Car bien souvent, ce qui est mis en avant, c'est l'autorité, l'obéissance, les règles. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Il faut les respecter, même si elles sont contestables, et toute remise en cause vous coûtera cher. Pourtant, un Français sur deux a déjà fumé du cannabis selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Et la moitié de la population est favorable à la dépénalisation. En janvier 2023, le Conseil économique, social et environnemental se prononçait même en faveur d'une légalisation encadrée des usages dits récréatifs du cannabis. Le constat du CESE est clair. Concernant les politiques publiques, concernant le cannabis, la politique répressive en place depuis 50 ans est un échec. Plusieurs députés Renaissance se sont d'ailleurs prononcés en faveur de cette légalisation, notamment après avoir travaillé sur un rapport en 2021. Nous, ce qu'on propose, c'est une légalisation régulée, encadrée. C'est-à-dire que l'État reprenne le contrôle de ce qui est aujourd'hui géré par les dealers, par une mafia, par des réseaux criminels, et que l'État reprenne le contrôle à la fois de la production, de la distribution, donc de la vente de cannabis, et de la consommation. D'autres politiques, surtout à gauche, défendent aussi cette légalisation depuis plusieurs années. La politique que je propose, c'est par la légalisation de la distribution du cannabis à usage récréatif. Vous voyez, je ne suis pas favorable au cannabis. Mais je suis favorable à la légalisation du cannabis parce que je ne suis pas favorable au cannabis. L'usage des drogues est une question de santé publique. Sur le cannabis, il nous faut légaliser le cannabis. Je suis pour la légalisation du cannabis. Oui, bien sûr, je plaide pour la légalisation du cannabis. Pourtant, le débat sur le cannabis semble aujourd'hui presque impossible en France. Alors, on va faire le point. Pourquoi la France s'est-elle retrouvée dans une telle impasse ? Que se passe-t-il dans les autres pays ? Quelles pourraient être les retombées économiques et sociales d'une dépénalisation ou légalisation du cannabis ? Pourquoi faut-il ouvrir le débat ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. You've been smoking item 9 for 7 minutes and 13 seconds. We're going to ask you several questions. How do you feel? Well, sir, I feel like a slice of butter melting on top of a big old pile of flapjacks. Avant de commencer, un petit mot sur ce qu'est le cannabis. C'est une drogue dérivée du chanvre consommée pour ses propriétés psychotropes, sous forme de résine, hashish ou d'herbe, marijuana. Il comporte deux substances principales, le THC et le CBD.
Le THC est responsable des effets psychoactifs du cannabis, c'est-à-dire les effets de défonce ressentis, et le cannabidiol est responsable plutôt des effets anxiolytiques et relaxants. Et c'est une des drogues les plus consommées au monde. En Europe, la France est le pays où l'on fume le plus de cannabis. Mais c'est aussi l'un des pays les plus répressifs qui considère que l'usage de cannabis est une infraction pénale. La politique française de répression du cannabis est l'une des plus strictes d'Europe. En France, le cannabis reste illégal sous toutes ses formes. La loi du 31 décembre 1970 réprime la détention, l'usage, la vente, le transport et le trafic. L'usage de cannabis ou autres stupéfiants est puni d'une peine maximale d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Depuis 2020, l'usage illicite de stupéfiants peut donner lieu à une amende forfaitaire. Ainsi, une personne interpellée en train de consommer des stupéfiants ou en possession de petites quantités peut recevoir une amende forfaitaire de 200 € délivrée immédiatement par les forces de l'ordre. Le paiement de cette amende met fin à toute poursuite judiciaire. Le cannabis représente 97,4% des procédures d'amende forfaitaire délictuelle. Malgré ces lois répressives, la France affiche une consommation de cannabis parmi les plus importantes en Europe. On est face à des millions de Français qui transgressent une loi datée, ancienne, complètement inefficace. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le pays compte 5 millions d'usagers annuels, soit près du quart des 22 millions de consommateurs dans l'Union européenne. On compte 1,3 million de consommateurs réguliers, dont 850 000 qui fument tous les jours en France. La proportion de personnes qui déclarent avoir consommé du cannabis a quadruplé depuis 1992. On vit dans un pays qui, depuis plus de 40 ans, a laissé la drogue investir non seulement les lieux publics, mais les consciences, avec des débats qu'on pourrait qualifier d'irresponsables sur la légalisation. À l'heure où nous tournons cette vidéo, la France persiste dans sa politique répressive, bien qu'elle soit jugée par beaucoup de spécialistes comme coûteuse et inefficace. Mais avant de se concentrer sur le cas de la France, allons faire un petit tour à l'international. Que se passe-t-il ailleurs ? À travers le monde, de nombreux pays ont décidé de mener des politiques très différentes vis-à-vis du cannabis. De la dépénalisation à la légalisation, petit tour d'horizon des différentes législations et de leurs impacts. Sur cette carte, vous le voyez, les légalisations à travers le monde diffèrent. En rouge foncé, ce sont les pays où le cannabis est formellement interdit et où sa consommation est réellement sanctionnée. On retrouve notamment la Chine, une partie de l'Australie, de nombreux pays africains ou encore l'Arabie saoudite. En jaune clair, ce sont les pays où c'est dépénalisé et en vert, légalisé. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à ce qu'il se passe dans les endroits où l'usage de cannabis n'est pas systématiquement réprimé. Seuls 12 pays au monde ont légalisé totalement ou partiellement le cannabis. Selon ces gouvernements, la légalisation est un moyen de lutter plus efficacement contre le trafic, de mieux venir en aide aux personnes dépendantes et de faire de la prévention auprès des jeunes. D'après les calculs du journal Le Monde, environ 300 millions de personnes vivent dans des territoires ou États ayant légalisé le cannabis, soit un peu moins de 4% de la population mondiale. Beaucoup plus de gouvernements ont fait le choix de la dépénalisation. 44 pays ont dépénalisé ou partiellement dépénalisé le cannabis. Dans les faits, cela veut dire que la consommation et la culture de cannabis restent illégales, mais elles sont tolérées ou soumises à des peines beaucoup moins lourdes qui peuvent aller d'une amende à des travaux d'intérêt général ou encore la prescription d'une cure de désintoxication. Enfin, ces dernières années, les vertus thérapeutiques du cannabis ont été progressivement reconnues pour soigner ou atténuer des douleurs chroniques, nausées, vomissements ou manque d'appétit, notamment durant les chimiothérapies. Tout ceci a conduit de nombreux gouvernements à changer leur législation pour le rendre accessible aux malades. Depuis le début des années 2000, une 60aine de pays ont légalisé partiellement ou totalement le cannabis à usage thérapeutique. Mais alors, quel pays fait quoi exactement ? Comment est-ce que ça se passe ? Le sujet est très complexe et il n'y a pas de règle générale. Ce n'est pas parce qu'on légalise que la consommation s'effondre ou au contraire explose. Le cadre mis en place joue énormément sur l'évolution de la vente et de la consommation. Rentrons un peu dans les détails. Commençons avec les États-Unis, où le cannabis a été un des sujets de la campagne présidentielle. Kamala Harris s'était même engagée à légaliser le cannabis au niveau fédéral. Et Donald Trump a soutenu la légalisation en Floride, où les citoyens ont finalement voté non. Medical marijuana has been amazing. I've had friends and I've had others and doctors
telling me that it's been absolutely amazing, the medical marijuana. And we put out a statement that we can live with the marijuana, but it's got to be done in a good way. It's got to be done in a clean way. En 2022, déjà, Joe Biden avait annoncé l'annulation de toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis en écrivant sur X « Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis ». Entre 2012 et 2024, la moitié des États américains a légalisé la production, la vente et la consommation de cannabis à des fins non médicales, dites récréatives pour les adultes, souvent par référendum. Ces États représentent plus de la moitié de la population. Tout ça peut paraître assez étonnant dans un pays marqué par la guerre contre la drogue menée par Ronald Reagan dès les années 80. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. From the beginning of our administration, we've taken strong steps to do something about this horror. Mais la légalisation rapporte gros aux États. Les recettes fiscales du cannabis sont estimées à plusieurs milliards de dollars chaque année. Dans la plupart des États américains où il a été légalisé, le but affiché était à la fois de renforcer l'interdiction d'accès des mineurs au cannabis, il faut avoir 21 ans aux États-Unis pour en consommer, c'est comme pour l'alcool, de reprendre la main sur le marché et de mieux protéger les consommateurs adultes à travers un meilleur contrôle de la substance, de ses usages et de ses conséquences sociales, économiques et sanitaires. L'Observatoire français des drogues et tendances addictives a publié un rapport sur l'impact de la politique de légalisation dans l'État de Washington, dans l'Oregon et en Californie. Il montre que les stratégies de mise en place d'un marché du cannabis légal n'ont pas vraiment pris en compte la santé publique. Avec peu de contraintes sur les règles d'emballage et d'étiquetage des produits du cannabis, la publicité et peu de limitations sur la promotion de produits dérivés. Selon le rapport, l'amplification de l'offre des produits dérivés du cannabis contribue à expliquer la hausse de la consommation observée chez les majeurs dans les 3 États considérés. Il ajoute « La légalisation semble contribuer à une diffusion élargie du produit chez les adultes ». On ne peut pas parler de légalisation de manière générale. Il y a plusieurs modèles de légalisation. Il y a le modèle américain, qui est un modèle extrêmement concurrentiel, capitaliste, qui fonctionne mal, qui augmente effectivement la consommation, comme vous dites, et qui augmente les dommages liés à la consommation de cannabis. There is a revolution taking the cooking world by storm. And it's all because of this star ingredient. Bring on the weed! D'autres analyses montrent que dans des pays comme l'Uruguay ou le Canada, qui ont aussi légalisé le cannabis en 2013 et 2018, la consommation a également augmenté. Mais peut-on vraiment mettre ça seulement sur le compte de la légalisation, sachant que la tendance est mondiale ? Tout d'abord, il est possible que la consommation de drogue ait été sous-estimée auparavant, de nombreuses personnes n'osant pas dire qu'elles fumaient du cannabis quand c'était encore illégal. Comme l'explique Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, on ne peut pas mesurer la consommation à biais constant. On peut donc imaginer qu'une partie de l'augmentation constatée dans les pays ayant légalisé le cannabis est due à la libération de la parole du fait que ce ne soit plus un comportement illicite. Aussi, au Canada, le pourcentage d'adultes consommant du cannabis augmentait déjà avant 2018. Sans surprise, le mouvement s'est poursuivi après la légalisation. Selon des enquêtes gouvernementales, le taux de consommation était de 9% en 2011, de 15% en 2017 et de 20% en 2019. Aux États-Unis, les modèles de régulation sont plutôt favorables aux affaires pour obtenir une augmentation des recettes fiscales. Ce qui a conduit à une démultiplication des produits, des manières de consommer, mais aussi des boutiques qui vendent du cannabis. Dans beaucoup de pays, certainement au Canada, c'est presque plus facile pour un jeune d'acheter un joint que d'acheter une bière. Et ça n'a aucune logique. A contrario, le modèle québécois est aujourd'hui considéré comme une réussite, car son approche privilégie la santé publique plutôt que le profit économique. Ce qu'on sait, c'est qu'avec le modèle, en tout cas québécois, il y a une protection des plus jeunes, puisqu'ils consomment moins. Tout l'argent de la vente du cannabis est réinvesti dans des campagnes de prévention et dans la recherche, dans des centres de soins. Ce qui fait que les dernières données montrent aussi qu'on a une augmentation de la prise de conscience des risques. Alors ça peut paraître contre-intuitif. De quoi ? De la prise de conscience des risques liés à la consommation de cannabis. Dans la plupart des pays, le marché noir recule face à la légalisation. Mais en Uruguay, c'est plus compliqué. Il a été le premier pays au monde à légaliser le cannabis en 2013 sous l'impulsion de José Pepe Mujica. À cette époque, il n'existait aucun modèle à travers le monde sur lequel s'appuyer.
La mise en application de la nouvelle législation a donc été un peu chaotique. Mencionabas en cualquier parte del mundo a Mujica y lo relacionaban directamente con la legalización de la marihuana. Y decide, cuando uno prohíbe algo, parece que atrae más, sobre todo gente joven. Pepe Mujica l'a souvent expliqué. Il voulait monter une expérience qui pourrait servir au monde entier face à l'échec global de la lutte contre la drogue. La mise en place de la régulation a donc été lente et l'approvisionnement légal aussi. Si bien que la capacité limitée de production du marché légal a pu détourner des consommateurs vers le marché noir. En 2018, seul un usager de cannabis sur 3 disait s'être fourni par les voies légales en Uruguay. Mais la situation est très différente dans d'autres pays. On a 10 ans de recul maintenant sur les expériences de légalisation. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça ne permet pas de mettre totalement fin au trafic, mais en tout cas, ça permet de manière automatique de diminuer la part des usagers qui vont s'alimenter sur le marché illégal, donc sur le en lien avec le trafic de drogue. Selon les données de Santé Canada, en 2023, 5 ans après l'ouverture d'un marché légal, les 3/4 des personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours de l'année avaient acheté leur cannabis auprès d'une source légale. Au Canada, comme dans la plupart des pays dont on a déjà parlé, la légalisation n'a pas augmenté la consommation de cannabis chez les adolescents de 15-17 ans. Pour Ivana Obradovic, aucun État ayant légalisé le cannabis n'a encore trouvé la formule optimale. Car l'important est de savoir si l'objectif prioritaire est la santé, le profit ou encore la sécurité. Chaque État doit encore trouver un équilibre pour augmenter les recettes fiscales sans aggraver les problèmes de santé publique. Venons-en à l'Europe. Ici, plus de la moitié des pays ont légalisé ou dépénalisé le cannabis. Et le cannabis médical est aussi autorisé dans 21 des 27 États de l'Union européenne. En avril 2024, l'Allemagne est devenue le 3e pays européen à légaliser totalement l'usage récréatif du cannabis, après Malte et le Luxembourg. Also ich glaube, es wird für persönlich so ein bisschen Freiheiten schon haben, ne? Man fühlt sich nicht mehr so unter Druck gesetzt oder muss sich immer verstecken. Acheter du cannabis et le fumer sans se cacher est désormais possible. La possession de 25 grammes de cannabis séché est autorisée dans les lieux publics, tout comme la culture à domicile, jusqu'à 3 plants et 50 grammes. La distribution se fait par des clubs cannabis, des associations chargées de la culture et de la vente aux adhérents. La consommation reste interdite pour les moins de 18 ans, mais aussi dans un rayon de 100 mètres autour des écoles, des crèches ou des terrains de jeu. D'autres pays ont plutôt fait le choix de la dépénalisation. Depuis 2001, le Portugal a dépénalisé toutes les drogues, dont le cannabis, dans une approche qui privilégie les droits humains et la prévention des risques. Du point de vue de la loi, la possession de petites doses de substances illégales pour usage personnel, c'est la même infraction que rouler sans ceinture ou parler au téléphone au volant. L'approche privilégie la santé. Au lieu de vous mettre une amende, on vous renvoie vers un médecin et votre suivi médical est pris en charge si vous souhaitez combattre votre addiction. Les consommateurs jugés à risque sont suivis médicalement. Dans un régime de prohibition comme la France, les personnes ont honte de leur usage. Elles ne vont pas en parler à leur famille, elles vont avoir du mal à aller vers les soins. Cette politique s'est aussi accompagnée de campagnes de prévention dès l'école. En 2018, le pays a également légalisé le cannabis médicinal. Résultat de cette politique, le taux de décès lié à l'usage de la drogue a chuté. Il est 5 fois plus faible que la moyenne de l'Union européenne. Les décès liés aux drogues sont passés de 340 en 2000 à 60 en 2019. Au sein de l'Union européenne, le Portugal enregistre les niveaux de consommation de drogue parmi les plus bas dans la classe d'âge des 15-34 ans. En 2020, 11,7% des jeunes de 15-34 ans avaient consommé du cannabis au cours de l'année écoulée, 2 fois moins que la moyenne européenne de l'époque. Parmi les 21 États qui autorisent le cannabis médical, on retrouve la Belgique, l'Italie ou encore l'Espagne. En Espagne, le cannabis est d'ailleurs dépénalisé. Et contrairement aux idées reçues, même s'il est facile de consommer du cannabis aux Pays-Bas, il est surtout toléré mais pas dépénalisé. Les autorités choisissent de ne pas poursuivre les contrevenants, selon le site internet du gouvernement. Mais le pays expérimente une légalisation depuis 2023 dans 2 villes. En clair, la législation sur le cannabis est de plus en plus douce en Europe. Parmi les plus grosses retombées, dans les pays où le cannabis a été légalisé, les conséquences économiques font partie des aspects les plus mesurables. La légalisation du cannabis entraîne systématiquement la structuration d'une filière complète englobant la culture, la transformation, la distribution et la vente au détail. Aux États-Unis, cette industrie a permis la création de nombreux emplois.
Par exemple, dans l'État du Colorado, la légalisation a conduit à la création de près de 18 000 emplois dès la première année. Selon le Leafly Jobs Report 2022, qui a analysé les États américains ayant légalisé le cannabis à usage récréatif et ceux autorisant le cannabis médical, le nombre d'emplois dans l'industrie du cannabis a enregistré une hausse de 33% en 2021. L'industrie du cannabis emploie actuellement plus de 400 000 Américains et a généré près de 25 milliards de dollars de ventes en 2021. Aux États-Unis, il y a même une sorte de CAC 40 de la fumette. Il comprend une trentaine de sociétés qui ne cessent de grimper. The North American Marijuana Index, c'est son nom, a par exemple triplé entre septembre 2017 et janvier 2018. Dans ces régions, travailler dans l'industrie du cannabis, c'est exercer un métier comme un autre. So, we've finally gotten to the final stage here, the harvest. It's my favorite part. It's where we get to finally see the fruits of our labors. So, tell me, Miggy, what are some of the pros and cons of working in a field like this? I mean, this seems pretty cool, but it can't always be this nice. Right. Well, some of the pros are obviously the end product here. It's something that we'll always have new things to add to as far as like genetic diversity and new growing methods and new technologies that help further the process. Some of the cons, not every day is going to be a harvest day. Some days might be, something a little more tedious like cleanup or things like that, but those are still very integral parts of the entire cycle itself. Des usines soumises à des règles strictes ont ouvert un peu partout dans le pays. Un business plutôt lucratif. Aujourd'hui, la valeur des produits dans cette pièce est d'environ 6 millions de dollars canadiens. Ces dernières semaines, on a livré toutes les provinces, donc on a beaucoup moins de stock aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 semaines. Au Canada, la légalisation a créé un surplus de 43,5 milliards de dollars pour le PIB du pays entre 2018 et 2021, ainsi que 151 000 nouveaux emplois et beaucoup de recettes fiscales sur la vente. Aujourd'hui, avec 600 millions de ventes, quand on ajoute la taxe d'assises, on a une contribution pour le Québec qui est de plus de 220 millions de dollars. Et cet argent-là, il est réinvesti pour essayer de mieux comprendre le cannabis, faire des recherches, et il est également investi pour des campagnes de prévention et pour une meilleure information autour du cannabis. En France, la création d'une filière légale du cannabis pourrait engendrer entre 27 000 et 80 000 emplois directs et indirects, selon le très sérieux Conseil d'analyse économique. Qui dit emploi dit cotisation et impôts. La taxation du cannabis légal a généré des revenus fiscaux considérables pour les États qui ont adopté cette politique. Par exemple, on peut lire sur le site de l'État du Colorado qu'il a collecté plus de 2,8 milliards de dollars en taxes depuis la légalisation, dont au moins un tiers ont été utilisés pour améliorer le système scolaire public. Depuis la légalisation de l'usage et de la vente du cannabis récréatif au Canada en 2018, les recettes fiscales dépassent les 15 milliards de dollars entre 2018 et 2022. En France, la légalisation du cannabis pourrait générer des recettes fiscales estimées entre 2 et 2,8 milliards d'euros par an, selon le Conseil d'analyse économique, toujours. C'est exactement le budget demandé par les associations féministes, par exemple, pour lutter efficacement en France contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, la légalisation du cannabis permet de transférer une part significative du marché illégal vers un marché réglementé, ce qui réduit automatiquement les revenus des réseaux criminels. Cette transition contribue à une diminution des activités illicites associées au trafic de cannabis et permet aux forces de l'ordre de concentrer leurs efforts sur des crimes plus graves. Dans les États américains ayant légalisé le cannabis, une baisse notable des arrestations liées à la possession de cannabis a été observée, libérant des ressources policières pour d'autres priorités sécuritaires. Par exemple, au Colorado, les arrestations liées au cannabis ont diminué de 56% dans les 3 premières années suivant la légalisation, ce qui a permis de réorienter les efforts policiers vers d'autres priorités sécuritaires, comme les violences domestiques et la cybercriminalité par exemple. En France, en 2021, environ 570 millions d'euros ont été dépensés par l'État pour des actions de répression liées au cannabis, selon le Conseil d'analyse économique, dont une grande partie est directement liée à la lutte contre les trafiquants et les réseaux illégaux. Et puis à partir d'aujourd'hui, celui qui consomme du cannabis pourra être verbalisé directement par la police dans la rue. Oui, 200 €, amende minorée à 150 si payée sous 15 jours. L'objectif est de dissuader les acheteurs, désengorger les tribunaux. En France, où environ 200 000 infractions pour usage de stupéfiants sont constatées chaque année, la dépénalisation ou la légalisation permettrait de réduire les procédures judiciaires et les incarcérations coûteuses. Ce qui nous amène au chapitre suivant. Concrètement, quelle est la politique française en matière de cannabis ? Hey, cannabis ! Allez !
tu n'avances pas du tout au cannabis. On l'a dit, la politique française de répression du cannabis est l'une des plus strictes d'Europe, mais elle est aussi inefficace. En France, 45% des 15-64 ans ont déjà consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie, contre 27% dans l'ensemble de l'Union européenne, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Le constat d'échec tient en 2 phrases. Malgré plus de 50 ans de prohibition et de chasse aux trafiquants, nous sommes devenus les champions d'Europe de la consommation de cannabis. Échec sécuritaire, échec judiciaire, échec de santé publique. Le marché noir du cannabis en France est évalué, dans ses estimations les plus basses, à 1,2 milliard d'euros en 2017. C'est un des plus importants d'Europe, soulignant l'inefficacité des politiques actuelles à enrayer l'économie souterraine liée à cette substance. Pourtant, le budget alloué par l'État à la répression liée au cannabis ne cesse d'augmenter. Depuis 2018, le financement des forces de l'ordre pour lutter contre les drogues a doublé, atteignant 1 milliard d'euros en 2023. En incluant les coûts judiciaires et pénitentiaires, les dépenses totales liées à la répression des drogues atteignent près de 2 milliards d'euros par an. Selon le FDT, le nombre de personnes mises en cause pour usage de cannabis était de 251 400 en 2022, représentant ainsi près de 90% des personnes interpellées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Selon le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, la majorité des personnes confrontées chaque année à la justice pour usage de stupéfiants est surtout condamnées à des heures de travail d'intérêt général ou à des amendes. La majorité des interventions ciblent les consommateurs individuels. Pendant ce temps, les réseaux de trafiquants, bien organisés, prospèrent, comme en témoignent les saisies de cannabis qui ne représentent qu'une fraction des volumes écoulés sur le marché noir. L'année dernière, les coups de filet records se sont succédés. 1,2 tonne à Hendaye, 1,7 tonne le mois suivant à Biryatou. En 2017, les saisies de cannabis en Nouvelle-Aquitaine ont augmenté de 87%. La politique répressive en France accapare 90% de la dépense publique consacrée à la lutte contre cette drogue, les 10% restants étant alloués aux soins, à la prévention et à la recherche. Bref, si la lutte contre la drogue est un sujet complexe et épineux, et on l'a vu, légaliser ne suffit pas, une chose est sûre, la politique répressive ne fonctionne pas. Les politiques antidrogue peuvent aussi servir d'outil de contrôle social, notamment dans les quartiers populaires. Les consommateurs en particulier deviennent ainsi les boucs émissaires de politiques inefficaces. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Ça veut dire quoi, narco-racaille? C'est un terme que vous avez utilisé samedi dernier. Je peux vous dire que les Français me comprennent. Moi, je parle directement aux Français. La stratégie du gouvernement qu'on a mis en place à partir de l'année 2020, c'est lutter contre les trafics, bien sûr, ce que tout le monde a toujours fait, mais aussi contre les consommateurs. Fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est du récréatif. Non, c'est pas du récréatif. Parce que le joint, le rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Si les politiques assurent ne pas faire de distinction entre les consommateurs, une note du syndicat de la magistrature sur le sujet explique. La répression de l'usage de stupéfiants est ainsi porteuse de rupture d'égalité devant la loi et de comportements policiers discriminatoires s'agissant des mesures de contrôle d'identité. Alors que la consommation de stupéfiants existe dans tous les milieux sociaux, ces contrôles d'identité et les procédures pénales qui en découlent parfois sont, eux, massivement opérés dans des quartiers populaires, notamment les zones de sécurité prioritaires qui font l'objet d'une surrépression politique revendiquée, ou à destination de certaines populations. La politique répressive touche principalement les consommateurs, donc, et particulièrement les jeunes et les populations racisées. Une enquête du Défenseur des droits révèle que les jeunes hommes noirs ou arabes ont 20 fois plus de probabilité d'être contrôlés par la police que le reste de la population, venant corroborer la note du syndicat de la magistrature. Les habitants des quartiers populaires subissent donc une double peine, à la fois plus contrôlés et victimes des conséquences du trafic de drogue. Dans cet article, intitulé « L'inéluctable légalisation du cannabis en France, une approche néo-institutionnelle » de 2018, Christian Ben-Lagdar, spécialiste de l'économie des drogues et des conduites addictives, explique. Ce sont les habitants des quartiers défavorisés qui auraient le plus intérêt à une légalisation du cannabis. D'une part, le cannabis serait moins accessible aux enfants de ces mêmes quartiers. D'autre part, les habitants ne subiraient plus les externalités négatives liées au trafic. Or, ces habitants ne disposent pas du poids politique suffisant pour imposer la réforme, soit parce qu'ils manquent d'influence politique, soit parce qu'ils ne représentent pas un groupe assez important en termes de voix. Dit autrement,
Alors que le nombre d'usagers de cannabis est important et que de nombreux non-consommateurs auraient intérêt à une légalisation, rien n'est amené à changer puisque seule une minorité des usagers supporte la pression policière et que les habitants des quartiers défavorisés n'ont pas l'influence politique nécessaire pour faire réformer la loi de 1970. Parallèlement, des propositions de loi pour augmenter les sanctions se sont multipliées, prévoyant des amendes allant jusqu'à 10 000 € pour possession de cannabis. Ces mesures, cependant, ignorent les recommandations internationales, notamment celles des Nations Unies. Dans un rapport paru fin septembre 2023, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme constate que la répression de la consommation pose d'importants problèmes de santé publique et de respect des droits humains et souligne que les politiques de dépénalisation ont fait leurs preuves. On peut y lire: si elle est conçue et appliquée de manière efficace, la dépénalisation peut être un instrument puissant de protection des droits des consommateurs de drogue. Le Conseil de l'Union européenne appelait également, en décembre 2022, à une approche fondée sur les droits de l'homme dans les politiques en matière de drogue. Enfin, il ne faut pas oublier que derrière cette politique répressive, il y a surtout une politique du chiffre, de la mise en scène. L'important est de montrer que l'on agit. 500 kilos de cannabis, une valeur marchande de plus d'1 million d'euros, c'est la plus grosse prise sur un an à la préfecture de police, et je voudrais ici en féliciter les fonctionnaires qui ont fait ce travail, mais également ceux qui ont permis de le faire, et je pense bien sûr sous l'autorité des magistrats aux enquêteurs. Au niveau police, il faut savoir que la politique du chiffre est complètement adossée à la répression de l'usage de stupéfiants. Moi, j'ai fait un petit calcul chiffré et précis. 56% de l'activité proactive des flics, c'est la répression de l'usage de stupes. Même pas de toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants. L'usage de stupéfiants. Quand ils ne sont pas en train de prendre une plainte ou de faire des constatations, ils courent après des fumeurs de cannabis. Alors pourquoi la police fait ça ? Parce que c'est un délit. Aussitôt qu'il est constaté, il est élucidé. Et c'est une mine d'or pour la politique du chiffre. Car si les enjeux autour des drogues sont à ne surtout pas sous-estimer, il est essentiel de comprendre pourquoi les politiques s'y intéressent autant. Parce que lutter contre la consommation de cannabis, c'est un élément indispensable du plan de communication de beaucoup de personnalités de droite. La politique qu'ils mènent n'amène pas de résultats clairs, mais peu importe, tant qu'ils donnent l'impression de lutter contre la drogue. Un collectif Police contre la prohibition a été créé pour alerter face à cette absurdité. Il milite pour la dépénalisation de l'usage des drogues en France. Dans un article Alter Echo de 2020, Thierry Tantoni, un de ses membres fondateurs, explique « La moitié du travail policier sert à la chasse à la boulette de shit. Cela coûte des sommes colossales. Du temps de travail policier, mais aussi des magistrats, sans parler des moyens techniques. Pour un résultat médiocre, puisque la consommation n'a jamais baissé. Au contraire, elle ne cesse d'augmenter depuis la loi de 1970. Tout cet argent pourrait être utilisé pour davantage de travail de proximité. Discuter avec les gens est beaucoup plus intéressant quand on veut se mettre au service de la population ou pour faire plus de prévention dans les écoles. Le problème, c'est que cette doctrine ne bouge pas. Qu'il n'y a pas de progrès en matière de prévention, par exemple. Le maintien de cette législation empêche aussi la mise en œuvre d'initiatives de réduction des risques, notamment pour prévenir les overdoses, faute de moyens. Le cannabis est une question de santé publique. Il faut ici rappeler que la consommation de cannabis peut évidemment avoir de nombreux effets néfastes. Les données actuelles montrent qu'environ 10% des personnes qui expérimentent le cannabis deviennent dépendantes. La moitié des usagers quotidiens est dépendant. La consommation de cannabis peut entraîner des perturbations cognitives, la mémoire à court terme, les capacités d'attention et de concentration. Le cannabis allonge le temps de réaction et diminue les capacités à prendre des décisions. Si ces troubles peuvent exister chez les usagers occasionnels, ils peuvent être plus importants chez les usagers réguliers et quotidiens. Ces troubles ne sont pas permanents et disparaissent lorsque le cannabis est éliminé de l'organisme. Il peut persister des perturbations de la mémoire immédiate, quelques jours, voire quelques semaines. Cependant, le cannabis est moins mortel que l'alcool, qui demeure, de loin, une cause plus importante de maladies et de décès en France. En 2007, une équipe de chercheurs britanniques publiait une étude pour évaluer l'impact des drogues légales et non légales. Pour ce faire, ils ont établi une échelle de dangerosité des drogues selon leur degré de danger sur l'individu qui les consomme et sur la société en général. Selon leurs travaux, l'alcool est la drogue la plus dangereuse si l'on tient compte de ses effets pour la société.
Dans une échelle de dangerosité de 0 à 100, l'alcool est évalué à 72, l'héroïne à 55 et le cannabis à 27. Alcohol is a drug. We must be very clear about that. And drugs like heroin. Drugs like heroin. So what we did was we took the government's new set of 16 criteria, 9 of which relate to what a drug does to the person, 7 of which relate to how a drug affects society. And then we scored 20 drugs on those 16 criteria in a very sophisticated technique called multi-criteria decision analysis. And out of that, it became clear that the drugs most harmful to society was alcohol. And that's because it's so widely used and it has such a huge impact on society. Dans leur classification, le cannabis est en 8e position derrière la cocaïne, le tabac, l'héroïne, mais devant le LSD, l'ecstasy ou encore les champignons. En ce qui concerne le cannabis, en termes de santé publique, c'est surtout chez les adolescents qu'il y a le plus grand danger, puisque la drogue représente un risque accru pour le cerveau qui n'est pas encore complètement formé. Le cannabis peut abîmer leur capacité de mémorisation, nuire à leur capacité d'attention et même révéler ou renforcer des fragilités ou pathologies mentales. Le cannabis va perturber la puberté cérébrale, c'est-à-dire le développement du cerveau, qui s'achève autour de 20-25 ans. La gravité des troubles va dépendre de la fréquence de consommation, de la durée de consommation, de la quantité consommée et de l'âge de la première consommation. Une méta-analyse de 11 études sur plus de 23 000 individus a révélé que l'usage du cannabis à l'adolescence est associé à un risque accru de dépression, d'anxiété et de pensées suicidaires à l'âge adulte. Autre danger, en France, depuis une quinzaine d'années, on constate une hausse du taux de THC dans les produits, qui peut augmenter le risque de crise cardiaque et autres troubles. Il est passé de 6% dans les années 2000 à 28% en 2019. C'est pourquoi de nombreux spécialistes plaident pour la dépénalisation ou la légalisation, qui pourrait notamment permettre de contrôler et donc de garantir la qualité des produits pour les consommateurs. Pour l'instant, les personnes qui consomment du cannabis se retrouvent à la merci des trafiquants et de leurs drogues potentiellement coupées avec des produits très nocifs. Ces dernières années ont été retrouvées dans le cannabis de la colle, du verre, du plomb, du sable ou encore du cirage. Des produits parfois utilisés par les dealers pour alourdir la marchandise et la vendre plus cher. De même, les clients pourraient mieux savoir ce qu'ils achètent en termes de taux de THC, comme pour les degrés d'alcool actuellement, évitant ainsi à des personnes de prendre, sans le savoir, des produits extrêmement puissants. C'est en tout cas l'un des arguments de ceux qui souhaitent que l'État contrôle la vente de cannabis plutôt que de la laisser aux mains des dealers. Enfin, un des arguments des détracteurs du cannabis est le suivant. Si l'on commence par un joint, on continuera ensuite avec des drogues dites dures qui sont plus nocives, comme la cocaïne. Et je crois qu'une légalisation augmenterait obligatoirement la consommation et reporterait d'ailleurs l'interdit sur d'autres drogues plus dures. Si certaines études montrent qu'une large majorité des consommateurs de drogues dures avaient consommé du cannabis au préalable, corrélation ne veut pas dire causalité. Les environnements sociaux et économiques jouent un rôle crucial. Les consommateurs de cannabis exposés à des cercles où d'autres drogues sont disponibles sont plus susceptibles d'expérimenter des drogues dures, sans que le cannabis en soit directement responsable. Les derniers chiffres sont clairs. Parmi les usagers de cannabis à l'âge adulte, 93,6% n'ont jamais essayé d'autres drogues illicites. Bref, dans tous les cas, vous l'aurez compris, au vu des nombreux effets néfastes possibles, il y a de bonnes raisons de vouloir limiter et encadrer la consommation de cannabis, tout comme de très nombreuses autres drogues au sein de la population. C'est un enjeu de santé publique. Seulement, nous l'avons vu, la politique de répression ne fonctionne pas, et pourtant, la France perdure dans cette stratégie inefficace. Mais pourquoi les gouvernants persistent et signent-ils avec des mesures inefficaces ? Car malgré tous les faits que nous venons de vous exposer, en France, il semble impossible d'avoir un débat sur le cannabis sur des bases rationnelles et nuancées. La discussion est sans cesse politisée et surtout moralisée. Il y a un caractère heurtant à penser que un État, un gouvernement, un pouvoir politique légalise un produit qui est nocif. Alors nous, on a, pour ma part, moi je suis médecin, je suis pragmatique. Je pars du principe que quand quelque chose ne marche pas, il faut expérimenter le contraire pour voir si ça marche, pour pouvoir protéger. Et là, je n'ai pas de posture ni morale, ni, j'ai envie de dire, ni spirituelle sur le sujet. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais le président de la République n'a pas toujours été fermé au débat sur la légalisation. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue,
le sujet est ouvert et doit être considéré. Je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire c'est peut-être la mienne aujourd'hui, mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. Voilà ce que disait Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie en 2016. Le candidat à la présidentielle était un libéral libertaire, un libéral sur le plan économique et sur les questions sociétales. Dans son livre « Révolution », il se disait ensuite pour la dépénalisation. Il faut écouter les professionnels qui expliquent qu'il est vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis. Tout juste élu, voilà comment il réagissait à une odeur de joint lors d'une visite en Guyane. Et donc il y en a qui fument pas que des cigarettes. Ça va pas vous aider à bien travailler à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut le dire aux plus jeunes. Il se la jouait cool, mais depuis, il a radicalement changé. Alors, comment l'expliquer? Sur France Info, en juin 2023, un ancien ministre d'Emmanuel Macron explique ce revirement. C'est comme pour le nucléaire. Macron a changé d'avis. Être pour le cannabis, c'était être contre l'autorité. Le président était plus libéral à Bercy, confirme l'un de ses proches. Si l'on revient un peu en arrière, donc en juillet 2020, le président choisit Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur. À partir de là, il investit encore plus le terrain sécuritaire et joue désormais la carte de l'intransigeance totale. Puis deuxièmement, vous êtes contre la légalisation? Absolument contre. Pourquoi? Pour moi, c'est une lâcheté intellectuelle. Moi, je vais pas dire aux parents qui nous regardent, qui se battent pour que leur enfant sorte de la drogue parce qu'ils ont 14, 15, 16, 17 ans. Bon, finalement, on peut légaliser, c'est pas si grave. Quel message on donne? Quel message on donne à des familles où le gamin de 14 ans fait le chouf, comme on dit dans les quartiers, c'est-à-dire est payé parfois 100 €, 150 € pour regarder si la police n'intervient pas, pour garantir la tranquillité des trafiquants. Quand l'enfant de 14 ans touche plus que son père en une journée alors que son père travaille à l'usine d'à côté, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une crise d'autorité. Vous ne voyez pas l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qu'est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 € d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue sur le vieux port de Marseille? C'est pas comme ça que ça se passe. Dans une interview pour Le Figaro en avril 2021, Emmanuel Macron affirmait qu'éradiquer les trafics de stupéfiants était en réalité la mère des batailles. Ces trafics forment la matrice économique de la violence dans notre pays. Les éradiquer par tous les moyens est devenu la mère des batailles, puisque la drogue innerve certains réseaux séparatistes, mais aussi la délinquance du quotidien, y compris dans les petites villes épargnées jusqu'ici. Ne laisser aucun répit aux trafiquants de drogue, c'est faire reculer la délinquance partout. Et il continue en pointant du doigt les consommateurs. On se roule un joint dans son salon et à la fin, on alimente la plus importante des sources d'insécurité. Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de préparer un décret pour la fin de l'été, afin que le paiement des amendes puisse être immédiat, par carte bancaire ou en liquide. On a commencé à équiper les agents de 5000 terminaux de paiement. C'est très concret. Tout ça, une fois n'est pas coutume, est surtout une question de stratégie politique. En 2016, Emmanuel Macron voulait convaincre un électorat de centre-gauche libéral de voter pour lui. Et la question du cannabis allait dans ce sens. Mais aujourd'hui, c'est un électorat bien plus à droite que vise le président. Et celui-ci est extrêmement hostile à tout changement de doctrine sur la question du cannabis et des drogues en général. Encore une fois, il y a bien un enjeu de santé publique avec le cannabis, et il est important de ne pas le minimiser. Mais si la santé publique est sa priorité, on ne peut que noter un grand paradoxe dans sa manière de traiter politiquement la consommation d'alcool. Emmanuel Macron n'a jamais caché son amour de l'alcool, même quand il n'était encore que candidat. Oui, c'est un repas un peu triste parce que le vin fait partie de cette art de la table à la française, de nos pratiques, de ce qui égaye aussi un repas, ce qui égaye l'échange à table. Dès son arrivée au pouvoir, il nommait Audrey Bourrelot, une ex-lobbyiste du vin en tant que conseillère agriculture. Et en février 2018, il déclarait « Moi, je bois du vin midi et soir, je crois beaucoup à la formule de Pompidou, n'emmerdez pas les Français ». En 2022, les trophées du vin nommaient même le président personnalité de l'année en écrivant « Emmanuel Macron, un président qui aime le vin, qui en boit, qui en est fier ». Si vous n'aviez pas suivi, il y a cette très bonne émission de Paloma sur le sujet.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, les lobbies du cannabis ne sont apparemment pas aussi puissants que ceux du vin et de l'alcool. Pourtant, depuis 2016, plusieurs avis d'institutions, d'autorités françaises et même de citoyens vont totalement à rebours des positions actuelles du président et de ses gouvernements successifs. En 2016, la Commission nationale des droits de l'homme prônait la dépénalisation de l'usage du cannabis en France. La CNCDH, autorité administrative indépendante, a choisi de s'emparer de ce sujet parce que la loi française de 1970 interroge, selon elle, plusieurs droits fondamentaux. Notamment la liberté individuelle qui suppose la possibilité de pouvoir faire des choix sur son propre corps et sur son mode de vie. Un sondage de l'IFOP en 2021 montrait que pour la première fois depuis le vote de la loi de 1970, la dépénalisation du cannabis était soutenue par une majorité de Français. 51% y sont favorables, soit un taux d'adhésion en hausse de 8 points par rapport à la dernière mesure en 2017. Ils ajoutent, malgré l'opposition ferme du président à cette idée, les électeurs macronistes y sont, eux, majoritairement favorables à 54%. La même année, plus de 250 000 personnes participaient à la consultation lancée par une mission d'information parlementaire. 80% se disaient pour une autorisation de la consommation et de la production de cannabis dans un cadre régi par la loi. En bref, en faveur d'une légalisation du cannabis récréatif. Quelques mois plus tard, cette mission parlementaire, menée par Caroline Janvier, députée du camp présidentiel, rendait un rapport de 300 pages qui prône une légalisation encadrée du cannabis. La légalisation encadrée, c'est le fait non pas de banaliser la consommation de cannabis, mais de dire l'État, la puissance publique, reprend le contrôle de ce qui est aujourd'hui géré par des criminels, par des dealers. Le rapport plaide pour une remise en question de la politique actuelle et préconise un grand débat national à ce sujet. Caroline Janvier, la députée Renaissance du Loiret, a continué de plaider pour une légalisation du cannabis, tout comme les jeunes avec Macron qui y travaillent aussi. En 2023, un tiers du groupe Renaissance à l'Assemblée était ouvert à une légalisation selon un macroniste. Récemment, le rapport de 2021 est revenu dans le débat public suite à la proposition du député La France Insoumise, Sébastien Delogu, de confier la vente de cannabis aux dealers en cas de légalisation, qui a créé beaucoup de débats. Il y a eu un rapport qui a été fait par des députés macronistes dans la précédente mandature, c'était en 2021 très exactement, qui proposait ça. Qui proposait que si on légalise le cannabis dans un cadre étatique, eh bien il faudrait faire une amnistie des personnes condamnées pour soit du petit deal, soit de la consommation, pour leur permettre, attendez, ils appelaient ça valoriser les compétences acquises lors du trafic illégal. Bah oui, en fait, soit vous préférez que les gens soient des dealers toute leur vie, soit vous proposez d'autres solutions. Le rapporteur de la mission, Jean-Baptiste Moreau, ancien député LREM, écrivait sur X en réaction à cette vidéo. « Je ne partage rien avec LFI, sauf cela effectivement. J'étais le rapporteur général de la mission dont parle Antoine Léaumont. Et je confirme que sans avis avant le lancement de la mission, j'ai été convaincu par la centaine d'auditions menées de médecins et de policiers et autres que seule une légalisation encadrée et contrôlée du cannabis par l'État permettrait une réelle lutte contre les trafics et la consommation. La politique uniquement prohibitionniste a toujours échoué partout et contre toutes les drogues et échouera toujours, quels que soient les moyens mis en face. Les mouliner avec les bras de certains politiques donnent sûrement l'impression aux citoyens qu'on s'occupe du problème. Mais ce n'est qu'une illusion et ça échouera. Même le Conseil économique, social et environnemental est plutôt d'accord. En janvier 2023, après avoir auditionné des experts et en s'inspirant de plusieurs exemples de pays qui ont légalisé le cannabis, dont le Canada notamment, il a à son tour publié un avis dans lequel il propose de sortir du statu quo et de faire évoluer la législation française vers une légalisation encadrée des usages dits récréatifs du cannabis. Pour nous, encadrer veut dire strictement encadrer par la loi l'usage, la production et la distribution. Et c'est pour ça que le CESE souhaite poser dans un débat large au sein de la société une vision de ce que pourrait être une légalisation. Une légalisation doit avant tout être posée dans un objectif sanitaire, un objectif de santé publique. Il préconise 3 types de mesures destinées à faire évoluer durablement le cadre répressif actuel vers un modèle d'encadrement souhaitable. Petit 1, la mise en place de mesures d'urgence destinées à protéger les personnes mineures et à limiter les injustices. Des mesures qui passent notamment par ne plus sanctionner pénalement l'usage et la culture du cannabis à usage personnel, tout en déployant une politique de prévention et de réduction des risques. 2, l'organisation d'un débat large et dépassionné au sein de l'ensemble de la société qui vise à construire un nouveau modèle d'encadrement du cannabis à usage dit récréatif.
3. La refonte totale de la législation afin de pérenniser la mise en place d'un modèle souhaitable de légalisation encadrée de la production, de la distribution et de l'usage dit récréatif du cannabis. Le CESE propose aussi de faire de l'agriculture biologique la norme de production du cannabis et d'autoriser l'autoculture et les cannabis social club en les encadrant. D'un point de vue pragmatique, de nombreux experts et politiques s'accordent pour dire qu'il faut légaliser le cannabis. Le cannabis, c'est cool, et la cocaïne, c'est chic. Voilà la représentation sociale des drogues. La réalité, c'est que les deux sont des poisons, que les deux sont destructeurs, et que les deux participent à la fragilisation de toute la société française. En France, il y a un grand paradoxe dans notre rapport collectif au cannabis. Politiquement, il est traité comme une faute morale, une forme de laisser-aller même. Et ces dernières années, l'ambiance est à la diabolisation. Pourtant, plus de la moitié de la population en a déjà consommé, on le rappelle. Surtout, cette drogue présentée comme le mal ultime est très présente, d'une autre manière, dans nos environnements culturels, notamment du côté de la culture populaire. Depuis plusieurs décennies, le cannabis est très largement normalisé, voire coolifié, dans le cinéma notamment. Get into it. Oh my God, bud. It's Gandalf the Grey's pipe. Damn, no shit. Hello, little hobbits. Spark my ganja. Classiques, navets, films français ou internationaux, le cannabis est paradoxalement partout. En 2019, une série Netflix avec Jonathan Cohen imagine même la légalisation du cannabis en France. L'acteur y joue un entrepreneur raté qui décide d'ouvrir le premier coffee shop de marijuana dans le pays. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale? C'est de devenir dealer? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. Le cannabis est aussi très présent dans la musique. Beaucoup de références du rap, de la pop culture ne cachent absolument pas leur consommation. Des discours qui sont relayés par des mastodontes de la diffusion culturelle, comme Netflix par exemple. You could put 1,000 motherfuckers in one room that don't like each other. Put some weed in the air, them niggas gonna be taking selfies and doing all kind of cool shit. You could put 4 people in a room that don't like each other and 1 glass of fucking alcohol. Somebody gonna be fucking dead. D'ailleurs, il existe un double standard troublant. Nous acceptons collectivement que des artistes célèbres assument leur consommation de drogue de manière générale. Johnny Hallyday, par exemple, était connu pour ses addictions, sans que cela ne l'empêche d'être adulé par Nicolas Sarkozy, par exemple. Quelle indignité. Nous n'avons pas la même tolérance quand il s'agit de jeunes anonymes. Pour rester sur le cannabis, Snoop Dogg, celui-ci pourtant énorme consommateur assumé, qui est allé jusqu'à engager une personne pour lui rouler ses joints, a été omniprésent et très médiatisé pendant les JO en France. Il en était un des ambassadeurs pour la télé américaine et la coqueluche de l'événement. Les Français se sont beaucoup amusés de son intervention et le président a même utilisé son visage comme un mème sur les réseaux sociaux. Me, I can't do shit unless I smoke. I ain't even finna wake up unless I smoke. You understand me? I'm in the bed and I reach outside of my bed and there he is. He's in the ashtray from last night. And I get him and I'm like, and then I can wake up. Vous l'aurez compris, d'un côté, le cannabis est diabolisé en France par des discours officiels qui le dénoncent comme une menace pour l'ordre public, un symbole de transgression. De l'autre, il se libéralise dans le monde entier, il s'insinue dans la culture populaire, se glisse dans nos conversations, nos chansons, nos écrans, jusqu'à devenir presque familier. Et entre ces deux visions, le débat se heurte à des murs d'incompréhension et de simplification. Mais le tabou qui entoure le cannabis ne fait qu'alimenter des postures figées. On s'agite pour maintenir une répression inefficace sans jamais questionner ses fondations. Ce que révèle cette obstination, ce n'est pas un souci de santé publique, mais une incapacité chronique à repenser nos politiques autrement qu'à travers le prisme de l'autorité, de la répression et de la morale. Pendant ce temps, des millions de consommateurs français vivent dans une contradiction quotidienne, oscillant entre l'illégalité de leurs pratiques et sa banalité dans la vie courante.
Peut-être est-il possible d'aborder ce sujet épineux avec plus de nuances. Un véritable débat rationnel et informé exige que l'on reconnaisse à la fois les dangers réels de cette substance, notamment pour les jeunes, et l'échec manifeste de décennies de répression, sans oublier les bénéfices thérapeutiques potentiels. Il exige aussi que l'on puisse inclure les citoyens dans la discussion. Refuser ce débat, c'est choisir de maintenir un statu quo qui profite surtout aux trafiquants et aux réseaux criminels. C'est déjà la fin de cette émission, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager si elle vous a intéressé. On vous rappelle que nous sommes un média indépendant, nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et on vous dit à très bientôt.